Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Eh oui, je suis dans un bel endroit. Encore à Ciudad del Carmen. Je vous ai déjà montré plusieurs fois cet endroit, ça fait longtemps que j'y suis. Et regardez, derrière moi, il y a les mangroves, il y a des oiseaux. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup moins drôle, puisqu'on va parler de la guerre en Ukraine et des risques éventuels de troisième guerre mondiale entre les guillemets. Donc on va mettre au point toutes les informations qui circulent, qui vont dans tous les sens, qui sont parfois très contradictoires, et on va essayer d'en tirer des conclusions raisonnables. Dès le début de l'opération militaire russe, le 25 février, je vous ai mis en garde contre les risques de propagande, ou plutôt les certitudes de propagande, parce que dans les guerres, il y a toujours de la propagande, et dans tous les camps. Donc je n'ai pas dit qu'avec les Occidentaux ou que les Russes qui faisaient de la propagande, les deux le font. Je vous ai donné des sources pour compenser la propagande occidentale. Malheureusement, beaucoup de ces sources ont été censurées. Donc, j'ai fait une vidéo plus tard avec d'autres sources, mais je vais encore en rajouter ici. De plus, je vais vous montrer quelques exemples sur la manière dont vous pouvez repérer des désinformations sans faire beaucoup de recherches, mais juste avec un petit peu de logique. C'est-à-dire que quand vous entendez d'une même source quelque chose qui est incompatible avec une information qui suit, vous vous dites que soit la personne étant incohérente, elle vous dit quelque chose qui ne va pas, ou elle cherche consciemment à vous manipuler. La différence entre les deux n'est pas toujours évidente. Mais en cherchant ainsi différentes sources et en essayant d'avoir un tableau cohérent de ce qui est vraiment en train de se passer, vous pouvez plus facilement repérer les menteurs. Alors, repérer un mensonge ne veut pas dire que vous connaissez la vérité, mais ça vous immunise un petit peu par rapport à une vision totalement orientée de la réalité. C'est vraiment ça que je vous propose, et on va commencer maintenant avec un exemple qui me semble quand même assez flagrant. À Mariupol, la vie continue tant bien que mal, sous la surveillance des séparatistes pro-russes. Aux destructions s'ajoutent les pénuries. Ce jour-là, les nouveaux maîtres de la ville ont organisé une distribution d'aide alimentaire. Cette émission de TV5 montre comme la vie est difficile, que les gens étaient sous les bombes et s'ajoutaient des pénuries. Mais quelles bombes? Les pénuries, c'est à cause de qui? On ne vous dit rien. Par contre, écoutez bien entre les lignes, on vous dit que ce sont les nouveaux maîtres. Les pro-russes viennent d'arriver. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'aide alimentaire. On est très loin des crimes de guerre dont on accuse constamment les pro-russes. Ils viennent d'arriver, ils font de la distribution alimentaire. On dit que les habitants ont été privés d'eau, de nourriture et qui étaient sous les bombes. Mais pourquoi ils étaient privés d'eau? Pourquoi ils étaient privés de nourriture? Qui les bombardait? C'est aussi pour ça que c'est très important de voir un petit peu l'histoire au moins récente. En 2014, avant toute intervention russe, avant l'annexion de la Crimée, quand il y a eu le coup d'État du Maïdan, il y a des provinces, notamment la Crimée qui était assez autonome, qui a dit on ne se soumet pas. Et qu'est-ce qu'a fait le pouvoir putschiste de Kiev, qui je rappelle n'a pas été élu? Il a chassé Yanukovych et il a pris le pouvoir par la force. Et la Crimée a dit on n'en veut pas. Eh bien ils ont riposté en coupant l'eau et l'électricité. Et les Russes sont arrivés très rapidement et ils ont apporté de l'eau et de l'électricité. Alors c'est quand même étonnant que ceux qui assoiffent les gens, on les considère comme les gentils, et ceux qui leur apportent de l'eau sont les méchants. Bizarre, non? Des rescapés qui ont parfois dû courir sous les bombes. Le siège de Mariupol a duré près de 2 mois. Cette ville portuaire stratégique a été prise par les forces russes à la mi-avril. Christina a tenté de fuir avec sa famille. Elle s'est résignée à rester. Au début, il n'y avait pas de couloir humanitaire. On a essayé de partir. Les gens partaient en voiture, on leur tirait dessus. Cette émission de TV5 ne dit pas explicitement qui tirait sur les civils, qui empêchait les gens de sortir. La personne interviewée dit au début, il n'y avait pas de couloir. Ça veut dire qu'après, il y en avait. Soyons clairs, avant que les Russes n'arrivent, il n'y avait pas de couloir humanitaire, et quand les Russes sont arrivés, ils ont mis des couloirs humanitaires. Mais ça, TV5 ne vous le dit pas. Elle dit aussi clairement, on nous tirait dessus quand on voulait emprunter des couloirs humanitaires. Mais qui ont? Pourquoi TV5 ne le dit pas? Parce qu'ils veulent que vous croyiez que ce sont les Russes qui tuaient des civils, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un massacre, on dit les Russes ont massacré, les Russes ont massacré.
Mais regardez un petit peu les interviews. Alors vous allez dire, cette interview nous dit que ce sont les Ukrainiens. Ben, trouvez une interview où on dit que c'est les Russes. Vous n'en trouverez pas. Alors vous allez me dire que ce sont des interviews de Christelle Néant, de Donbass Insider, et que cette personne est peut-être orientée. Soit, mais évidemment, elle vit sur place depuis 6 ou 7 ans, elle s'est fait bombarder pendant 6 ou 7 ans, comme on voit ici, Poroshenko, l'ancien président, a dit que les gens vivraient dans des caves, et il l'a fait. Et donc forcément, elle est orientée. Quand on se fait bombarder pendant 6 ou 7 ans, on est orienté. Mais elle est loin d'être la seule. Le documentaire ici qui passe, Donbass, qui s'appelle, a été fait par Anne-Laure Bonnel. C'est une autre journaliste française qui, depuis 2014, connaît le Donbass. Elle a fait un documentaire sur cette région, bien avant la guerre, et elle arrive à la même conclusion, à savoir que les civils se font massacrer par les Ukrainiens. Pourquoi est-ce qu'elle ne passe pas à la télévision? Pourquoi son documentaire ne passe pas à la télévision? Posez-vous la question. Je vous conseille vraiment de voir ce documentaire, Donbass, facilement disponible sur Odyssée, puisque YouTube l'a censuré. Comme quoi, vous voyez, on ne veut vraiment pas que vous sachiez la vérité. Mais notez encore une autre incohérence. On n'arrête pas de vous faire peur avec la fameuse menace russe. Il faut renforcer les forces partout aux frontières, en Pologne, en Roumanie. On veut que la Suède et la Finlande adhèrent à l'OTAN pour se défendre contre la Russie qui menacerait tous ces pays à la fois. C'est ce qu'on vous dit dans les articles et à la télévision. Mais en même temps, écoutez. Le contrôle du sud de l'Ukraine, c'est également un couloir vers la Transnistrie, où on observe également des cas d'oppression de la population russophone. L'armée ukrainienne a dépêché des renforts dans la région, même si plusieurs experts parlent de diversion. La Russie n'aurait pas les moyens militaires de ses ambitions. Rendez-vous compte, ce sont les mêmes médias qui vous disent que la Russie est en danger pour la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, les pays baltes, la Finlande, la Suède, alors que tous ces pays sont défendus par la France, l'Angleterre, les États-Unis, bref, tout l'OTAN, alors qu'en même temps, on sait que la Russie, qui a déjà pris les zones, en gros, que j'ai ajoutées en rouge sur cette carte, y compris la Crimée, bien sûr, il lui reste 100, 200 km, je ne sais pas, j'ai pas mesuré comme ça, une ville à prendre, à savoir Odessa, et ils n'auraient pas les moyens. Il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de se moquer de nous. Soit la Russie est un pays puissant, qui menace l'OTAN, et alors ce petit bout d'Ukraine sera très facile à prendre, ou alors la Russie est complètement affaiblie, et pourquoi est-ce qu'il faudrait amener des troupes en Pologne ou aux pays baltes, si elle n'est même pas capable de prendre un petit bout d'Ukraine? Vous voyez, on se moque de vous. Et donc, se pose la question, qui écoutez, qui ne se moque pas de vous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul point de vue. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat entre quelqu'un qui dit la Russie est très forte, il faut s'en méfier, le pays va prendre l'Ukraine très facilement, et après c'est dangereux pour nous, et un autre qui dirait, ben non, la Russie est faible, elle n'arrivera même pas à prendre l'Ukraine. D'accord, ça c'est un débat. Moi, je ne dis pas que j'ai la parole de Dieu, mais quand le même vous dit que le pays est incapable de prendre l'Ukraine, mais en même temps vise à prendre toute l'Europe, c'est se moquer du monde. Et il y a des journalistes, par exemple, ce Laurent Ozon, je vous le recommande, il passe de temps en temps sur CNews, lui a un point de vue cohérent. Je ne dis pas qu'il dit la même chose que les autres, mais au moins, lui est cohérent par rapport à certains points de vue. Alors, je vous recommande d'écouter ce genre de journalistes, il y en a encore heureusement quelques-uns, mais ils ne passent pas beaucoup sur les grands médias, un petit peu sur CNews. Mais sinon, je vous recommande très fortement de voir les documentaires qui passent sur la chaîne Livre Noir, et qui sont faits sur place, comme Christelle Néant, comme Anne-Laure Bonnel. C'est un journaliste qui va en Ukraine, du côté russe, du côté ukrainien, pour faire un vrai reportage sur le terrain. Alors là, vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe. Donc là, on est dans le centre-ville. On va essayer de s'approcher au plus près de l'usine d'Azovstal, vraiment au niveau du pont. Ça, c'est la dernière ligne entre les forces pro-russes et les forces ukrainiennes aujourd'hui. Donc on est 2 journalistes et il y a également 2 soldats pro-russes qui vont nous guider. L'idée c'est de courir, pas de se faire repérer parce que
ça tire beaucoup ici parce que à cet endroit-là, il y a énormément de snipers du coup ukrainiens. Ils ont un vis-à-vis très grand, donc très lointain. Donc l'idée c'est de courir si on peut arriver jusque là-bas. Nous progressons vers la ligne de front nord du Donbass, où les combats s'intensifient. 2 mois après le début de l'invasion russe, une pluie de missiles s'est abattue dans l'est de l'Ukraine. Parmi les excellentes sources d'informations, il y a cette chaîne, les conflits en carte. Tous les jours, c'est quelqu'un qui vous donne, selon les informations qu'il a pu recouper, de la presse côté russe, de la presse côté ukrainien, de l'OTAN, des images satellites. Vraiment, il recoupe tout et il vous dit ce qui est confirmé, ce qui ne l'est pas. Tel pont a été détruit, tel entrepôt d'armes a été attaqué, une telle attaque a été repoussée, etc. Et quand il ne sait pas, il le dit, il donne ses sources. Donc c'est vraiment très intéressant, mais comme pour les reportages sur place de Livre Noir, ça vous donne une idée de ce qui se passe au quotidien, ça ne vous donne pas les réponses, évidemment, géopolitiques. Alors sur Izoum, la tête de pont ici et la ligne de front n'a pas beaucoup évolué ces dernières 24 heures. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que, alors ici, donc les Russes contrôlent les axes principaux. On va dessiner ici. Mais ils ne contrôlent pas toute la zone, et ce qui permet à de petits groupes de soldats ukrainiens, donc très mobiles, de s'infiltrer et de tendre des embuscades sur ces axes. Donc on peut voir également qu'il y a un petit peu de végétation, donc ce qui peut être propice pour les embuscades. Et ces petits groupes sont très bien équipés en armes anti-chars, et donc ils opèrent en type guérilla. Donc pour essayer de contrer ça, les Russes ont affecté une brigade, donc une brigade c'est entre 4 et 5 000 hommes, uniquement dédié à cette lutte contre les groupes mobiles. Donc une fois qu'un de ces groupes a été localisé, donc après qu'il ait tendu une embuscade à des unités russes, alors l'artillerie russe bombarde la position et les fantassins russes se dirigent sur le secteur pour éliminer les derniers résistants. Donc c'est ce qui explique également les nombreuses pertes des unités russes dans ce secteur. Concernant la géopolitique, je vous avais conseillé dans mes vidéos précédentes d'écouter Jacques Beau. Je vous avais notamment mis des extraits de son interview sur Sud Radio. Mais que me rétorquent mes détracteurs, qui n'ont pas d'arguments contre ce que j'ai avancé dans mes vidéos précédentes, ils me disent il est complotiste, conspirationniste. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien, ils ont été voir sur Wikipédia, et Wikipédia dit qu'un journaliste le considère comme conspirationniste, ce qui est quand même un peu léger. Pourquoi est-ce qu'il serait conspirationniste? Eh bien, il y a toutes sortes d'informations qui pourtant, ce sont des informations, c'est lui qui a raison. Les attaques chimiques de Bachar al-Assad, on sait que c'était pas vrai, c'était comme les armes chimiques de Saddam Hussein. Le soi-disant empoisonnement des Skripal, on sait très bien que c'est pas les Russes, ça a été débunké beaucoup de fois, mais donc pour ça, on le traite de conspirationniste. En fait, vous savez, c'est à la mode. Quand les gens n'ont pas d'arguments, on vous traite de nazis, on vous traite d'extrême droite, on vous traite de fasciste, on vous traite de complotiste, de conspirationniste, on n'argumente pas. Mais écoutez plutôt son CV. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables de l'armée et du renseignement russe, juste après la chute de l'URSS. Et vous avez travaillé au sein de l'OTAN, vous avez suivi la crise ukrainienne de 2014, puis avez participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Autant dire que c'est un sujet que vous maîtrisez. Et c'est pour ça que nous étions particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui. J'ai lu votre livre, Jean-Louis Tremblay également. D'abord, j'invite tous mes auditeurs à vous le procurer. Il est très riche et très fourni, très sourcé. Tout est sourcé et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe en ce moment. Il semble que la moindre des choses, c'est quelqu'un d'aussi expérimenté, écouter ce qu'il a à dire. Ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Il peut se tromper. Mais écoutons-le pour voir quelle est son opinion sur la question. Je suis un professionnel du renseignement et je constate que de plus en plus les décideurs décident en fait sans attendre de savoir quelle est la situation réelle. Et le phénomène de Boutcha est vraiment typique, où on commence à prendre des sanctions avant même d'avoir les résultats d'une quelconque investigation ou d'une enquête. Alors c'est ça être complotiste? Demander qu'il y ait une enquête internationale avant de prendre des mesures? Est-ce que ça vous paraît pas la moindre des choses pour quelque chose d'aussi grave qu'il y ait une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est vraiment passé? On sait
que les Occidentaux ont menti sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein pour justifier leur guerre. On sait qu'ils avaient planifié la même chose en Syrie avec les attaques chimiques, qui soi-disant ont eu lieu et finalement les Occidentaux n'ont pas osé attaquer la Syrie pour des raisons que je ne reviendrai pas ici. Est-ce qu'il ne paraît pas la moindre des choses de notre part d'exiger qu'une enquête soit faite avant de se lancer dans des sanctions qui, comme on le sait, ont de grandes conséquences, surtout sur l'économie européenne? Écoutez également ce supplément d'information. Rappelons-nous le pseudo-massacre de Ratchak au Kosovo qui avait déclenché le feu otanien sur la Serbie. Une équipe de légistes finlandais, me semble-t-il, à l'époque, avait remis en cause la thèse du massacre de civils. Et Renaud Gérard du Figaro avait très bien démonté l'affaire en disant que bon, ça avait été une mise en scène. Mais entre-temps, la guerre avait été déclenchée contre la Serbie et par l'OTAN. Je vous apprends rien en vous disant que la plupart des guerres du XXe siècle ont impliqué de près ou de loin les Américains. Mais c'est très important de savoir qu'une grande partie de ces guerres ont été déclenchées sur des fausses informations. Pour l'Irak, on le sait. Pour l'ex-Yougoslavie, vous venez de l'entendre. On pourrait aussi citer la Somalie, on pourrait citer le Chili, on pourrait citer le Guatemala. Il y a des tas de guerres comme ça qui ont fait des milliers, voire des centaines de milliers de morts, où les Américains ont inventé, ils ont créé de toutes pièces une fausse information pour convaincre l'opinion publique d'y aller. Donc, la moindre des choses, avant de continuer à s'éloigner de la Russie et à prendre des risques, voire une troisième guerre mondiale, comme beaucoup de coupures de presse le disent et nous mettent en garde, il faudrait être certain qu'on se lance dans un conflit pour des bonnes raisons et non pas sur une fausse information inventée par les Américains. Ça semble quand même être la moindre des choses. Avant de vous résumer ce que j'estime être la stratégie russe et le plan américain, je voudrais quand même vous dire que j'ai très peu de contre-arguments par rapport à ma vidéo précédente, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Je souligne que c'est quand même ma vidéo de 2022 qui a le plus de succès. C'est pour vous dire. Et j'ai très peu de contre-arguments, mais je vais vous en montrer un, si on peut appeler ça un contre-argument, mais pour vous montrer à quel point les gens qui sont manipulés, qui ont des certitudes, sont prêts à dire n'importe quoi, plutôt que dire « bah oui, tu as une bonne argumentation, je vais creuser, je vais y réfléchir, je vais tempérer mon point de vue, on va lire ensemble ». Sans tenir compte de la grammaire et de l'orthographe ridicule, mais du contenu, c'est à mon avis à mourir de rire, c'est la parenthèse détente avant la dernière partie de cette vidéo où on va analyser ce qui se passe et ce qu'on peut craindre ou espérer pour la suite. Accrochez-vous. Je vous invite à lire l'Apocalypse dans la Bible. Dieu accuse fermement le chef de la Russie pour ce qu'il va faire, le cas actuel. Les prophéties sont claires. Seule la Russie, les musulmans et la Chine sont les fauteurs de guerre. Inutile de chercher les Américains. Aucun. Non mais franchement, vous imaginez qu'il y a des êtres humains qui écrivent ça? Les Américains veulent dominer le monde. Il n'y a rien de neuf à ça. Et ils avaient réussi à affaiblir l'Union soviétique en armant les résistants afghans, que la Russie s'enlise en Afghanistan et surtout dépense des quantités d'argent incroyables au point de la ruiner et de précipiter sa perte. Et ça a marché, il faut le reconnaître. Et en fait, leur plan était le même ici. Regardez. L'idée était que la partie en orange, donc le Donbass indépendantiste, soit attaqué par l'Ukraine. C'est exactement ce qui s'est passé le 16 février. L'Ukraine a attaqué les républiques indépendantistes pour augmenter les bombardements, augmenter le massacre des civils. C'était exactement ce que la Russie avait dit qu'il fallait faire pour qu'elle entre en action. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Biden, qui voulait cette guerre, avait même dit « oui, on ne réagira pas et il y aura peut-être des sanctions s'il y a une attaque massive, mais s'il y a une petite incursion, eh bien, on ne fera rien. » En gros, c'est ce qu'il avait dit. Vous pouvez aller voir les archives, c'est pas aussi vieux. Et donc, ce qu'espéraient les Américains, c'est que les Russes attaquent frontalement, ou plutôt contre-attaquent frontalement dans le Donbass, comme je le montre avec la flèche rouge ici. Et à ce moment-là, les Américains, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Eh bien, ils auraient soutenu, avec l'Union européenne, l'OTAN, l'Ukraine, pour faire durer cette guerre. Parce que c'est très difficile une attaque frontale comme ça, quand on a un ennemi qui est constamment armé
par des moyens quasiment illimités. Les moyens des Américains et des autres pays de l'OTAN ensemble par rapport à la Russie sont infiniment plus grands. Donc tant qu'il y a des armes et peut-être des mercenaires, la Russie était partie pour une guerre interminable. C'est ça que voulaient les Américains. Et donc ça aurait affaibli économiquement la Russie, ça aurait montré que la Russie n'est pas si forte que ça, et donc ça aurait diminué de son influence politique. Biden avait insisté qu'il n'enverrait pas de soldats américains, qu'il n'y aurait que des sanctions. Les sanctions, c'était notamment l'embargo sur le gaz pour fermer Nord Stream 2, qui est le fameux gazoduc tout neuf que les Allemands voulaient utiliser pour s'approvisionner en gaz russe et dont les Américains ne voulaient pas. Donc c'était en très bon plan du point de vue américain. Mauvais pour l'Europe, mais bon pour les Américains. Et très mauvais pour la Russie. Seulement voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Biden avait dit plusieurs fois d'ailleurs que les Russes attaqueraient le 16 février, et c'est normal puisqu'il savait que vers le 14-15 février, les Ukrainiens attaqueraient, et donc il espérait une réplique immédiate des Russes. Seulement les Russes, ils sont plus malins que les Américains, c'est pas difficile, et ils n'ont pas fait ce que les Américains ont prévu. Au contraire, ils ont fait une grande attaque depuis le nord et depuis le sud, donc la Crimée, dans le but d'encercler l'armée ukrainienne. Puisque l'armée ukrainienne voulait attaquer le Donbass et espérait une confrontation frontale avec les Russes, presque toute l'armée ukrainienne était ici, en face des provinces indépendantistes. Et donc les Russes n'ont pas attaqué comme prévu, ils ont attaqué au nord, au sud, ils sont en train d'encercler l'armée ukrainienne. Et donc ça ne se passe pas du tout comme le voulaient les Américains. Le plan se passe au contraire comme le souhaite la Russie. Alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont plus de pertes que prévu, etc. C'est possible, c'est difficile, ça c'est vraiment le jeu de la propagande et je ne prendrai pas parti. Ce qui est certain, c'est que la Russie avance et qu'elle réussit son plan d'encerclement. Eh bien la suite la plus probable d'après ce qui est annoncé, et jusqu'à présent Poutine fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, contrairement à ce que prétendent les Américains qui disent que Poutine est fou, qu'on ne sait pas ce qu'il veut, etc. Non, non, il est très très clair. Et ce qu'il veut, regardez la zone que j'ai mis ici en rose, qui est en fait la partie qu'il reste de l'Ukraine, qui devrait, à mon avis, être conquise par la Russie une fois que l'armée ukrainienne est décimée. Et pourquoi? Eh bien, pour connecter ici la Transnistrie, qui est la partie russophone de Moldavie, où, de l'aveu même des Occidentaux, les russophones sont opprimés. Les Russes tiennent beaucoup à sauver leur population russophone, même si elles ne sont pas de nationalité russe. Et lorsque la Russie aura fait ça, elle aura gagné la guerre, elle aura fait ce qu'elle voulait. J'ai toujours dit que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine, et à mon avis, la Russie n'a aucun intérêt à prendre Kiev et l'ouest de l'Ukraine, qui est anti-russe. Elle prend toutes ces zones qui sont pro-russes, pour sauver les civils, mais également pour couper l'accès à la mer Noire à l'Ukraine et la contrôler totalement. S'il y a des attaques vers le nord et vers l'ouest, c'est surtout pour détruire l'approvisionnement des armes et de tous les moyens qui permettraient à l'Ukraine de résister. Donc à mon avis, l'envoi d'armes des Occidentaux ne change pas grand-chose. Il y a bien sûr quelques armes qui arrivent, notamment les armes anti-chars comme les javelines, qui c'est vrai font des dégâts au niveau des chars russes, mais il faut savoir qu'une partie de ces armes sont attrapées par les Russes qui s'en servent. On sait par exemple que du côté de Mariupol, il y a eu des tentatives par hélicoptère d'évacuer des gens qui étaient cachés dans Azovstal, et tous ces hélicoptères ont été abattus, en partie par des armes américaines récupérées par les Russes. Donc, quel est le bilan de ces armes? C'est difficile à mesurer. Mais le rapport bénéfice-risque n'est peut-être pas si positif, d'autant plus qu'une partie de ces armes va être récupérée par des civils, qui peuvent devenir des brigands, qui vont faire des pillages en Ukraine, peut-être dans l'Union européenne, peut-être même du terrorisme. Donc, c'est à voir. C'est pas du tout sûr que cet envoi massif d'armes change grand-chose au cours de la guerre. Alors, pour ceux qui, après coup, voudraient se demander d'où vient ce conflit, je pense que la meilleure source que j'ai trouvée depuis le début est ce documentaire d'Oliver Stone, qui est malheureusement en langue étrangère. Il est fait en anglais, et il y a des interviews en russe et en ukrainien, mais tout est sous-titré en français. Vraiment, je vous le recommande, si la situation n'est pas encore claire pour vous depuis l'Union soviétique jusqu'à la situation actuelle. Regardons un petit extrait, et puis on va conclure avec l'histoire de la Troisième Guerre mondiale. Here in Kiev in recent days, the Maidan, Independence Square, has turned into a full-scale war zone.
More clashes in Ukraine's capital, Kiev. There is absolutely no doubt that snipers are working here. I've counted 10 bodies. Мы и сегодня не знаем, кто стрелял в людей. Это проблема. Now on the brink of a civil war. At least 70 dead so far and On parle beaucoup des armes hypersoniques de la Russie et de Troisième Guerre mondiale. Alors, les images qui défilent sont celles de Stratpol, qui vous savez qui est une source très importante que je vous recommande pour suivre l'évolution du conflit. Et justement, il sera excellent d'écouter Xavier Moreau pour savoir où on en est. C'est un des meilleurs analystes sur la question. Et donc, je vous donne quand même mon avis. Tout d'abord, les armes hypersoniques, c'est quoi ? On vous a dit, les Russes ont utilisé des armes hypersoniques en Ukraine. En fait, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire que les missiles air-sol et même les missiles balistiques, ils atteignent, enfin certains en tout cas, atteignent des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire au-delà de 5-6 000 km/h. C'est l'ordre de grandeur à partir duquel on parle de missiles hypersoniques. Ce ne sont pas des vitesses extraordinaires pour des projectiles qui tombent en quelque sorte et qui profitent de la gravité. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir des missiles capables en vol horizontal et dirigés, c'est-à-dire une trajectoire imprévisible par celui qui risque de se prendre le missile, d'avoir de telles vitesses. Parce qu'alors on ne peut plus les arrêter avec des antimissiles. C'est-à-dire que lorsqu'un missile intercontinental américain qui atteint des vitesses hypersoniques, quand il retombe, il revient de l'espace et il tombe sur la Russie par exemple, il atteint des vitesses très élevées, on peut dire qu'il est hypersonique, sauf que comme sa trajectoire est prévisible, que c'est une trajectoire balistique, il peut être arrêté, notamment par les fameux S-400 et S-500 russes, qui sont les meilleurs antimissiles qui existent sur le marché. Donc, évidemment, si les Américains envoient une pluie de missiles sur la Russie ne pourra pas tous les arrêter, et donc, vu le nombre de têtes nucléaires, les Américains peuvent détruire la Russie, c'est pas la question, mais la Russie peut arrêter une partie significative des missiles. Or, les missiles hypersoniques russes équivalents, notamment le fameux Satan II ou Sarmat dont on a beaucoup parlé dans la presse récemment, puisqu'il y a eu un essai russe réussi, eh bien, il a la particularité d'aller très vite, peut-être un peu plus vite que les missiles américains, j'ai pas vérifié, c'est pas vraiment ça qui compte, c'est qu'en pleine vitesse, il est capable de changer de direction. Et ça change tout, parce que s'il change de direction, sa trajectoire n'est pas prévisible, et donc on ne peut pas envoyer un antimissile pour l'arrêter. Et donc il est a priori beaucoup plus efficace. Voilà, ça c'est la technologie moderne. Qu'est-ce que ça change en pratique par rapport à la guerre? Mais pas grand-chose. Les Américains peuvent détruire la Russie peut détruire les États-Unis, et donc il ne faut pas arriver à une guerre totale, parce que les deux pays vont se détruire, mais ils détruiront les autres pays en même temps, parce que les conséquences de multiples explosions d'énormes bombes nucléaires sur tout le territoire américain et russe auraient des conséquences sur la planète entière. C'est quelque chose à éviter à tout prix. Alors ce dont je suis certain, c'est que les Russes ne veulent pas d'une telle guerre, Poutine n'est pas fou, et donc je n'ai absolument pas peur de Poutine. Par contre, ce qui peut nous faire peur, c'est que les Américains, eux, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Si vous avez regardé un petit peu les actualités, justement, notamment à l'époque de l'élection de Trump contre Hillary Clinton parlait d'attaque préventive contre la Russie. Autrement dit, on envoie une pluie de missiles sur la Russie pour détruire leur capacité nucléaire. Peut-être que les Américains parviendraient à détruire une partie des missiles russes, mais pas tous, et donc la Russie riposterait automatiquement, et ce serait la fameuse guerre mondiale dont on ne voulait pas. Parce que certains Américains se croient tellement forts qu'ils croient qu'ils pourront arrêter tous les missiles russes. Et donc, l'avantage de ces nouveaux missiles hypersoniques, la Russie a rappelé à la planète entière qu'elle peut détruire n'importe quel pays du monde. Et donc, on pourrait espérer que ça permet aux Américains de rabaisser un petit peu leur caquet. Malheureusement, il y a encore des élus récemment qui ont répété ce que disait Hillary Clinton. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une attaque préventive contre la Russie? Donc, est-ce que c'est impossible que ça arrive? Eh bien, si on avait seulement des chefs d'État raisonnables comme Poutine, c'est impossible que ça arrive. Mais avec des fous au pouvoir comme les démocrates américains, eh bien, on peut craindre qu'il y ait un fou qui, effectivement, prenne une décision irréversible. Je ne crois pas que ça va arriver, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Vous savez que les États-Unis se croient supérieurs à tout le monde, ils sont en train de se faire dépasser économiquement par la Chine, technologiquement, ils se font au moins, entre les guillemets, challenger, comme on dit en anglais, par les Russes, et sans doute par les Chinois aussi, et donc un empire en déclin, c'est toujours quelque chose de dangereux, et donc il faut se méfier des réactions des Américains. Et donc les Européens ne devraient pas suivre les États-Unis dans leur logique guerrière. Voilà, ça ce serait vraiment la chose la plus intelligente à faire. Les Américains se sont ridiculisés en Afghanistan, ils sont donc considérés comme moins crédibles, ils ont perdu de leur superbe au niveau économique en décrédibilisant le dollar avec les sanctions russes, puisque maintenant les gens vont avoir peur d'investir en dollars, puisque si jamais on les considère comme parias pour une raison ou pour une autre, valable ou non, eh bien on peut geler leurs avoirs, et donc plus aucun pays ne peut donner une confiance totale aux États-Unis et au dollar, et donc à l'euro, puisque tout ça est lié, tout le monde occidental est lié. Si les Américains décident de faire des sanctions, on a vu que les Européens suivaient. Donc ils perdent économiquement, ils perdent militairement. Est-ce que cette nouvelle défaite qui s'annonce en Ukraine ne risque pas de pousser les Américains à prendre des décisions complètement folles qui, par escalade, pourraient arriver à une troisième guerre mondiale? Eh bien oui, eh bien c'est à nous, Européens, de tempérer les folies américaines. On peut espérer un réveil européen pour arrêter la logique américaine. Et sinon, si on continue à être derrière, eh bien j'avoue que je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Si les Américains restent relativement raisonnables, la Russie va gagner sa guerre tranquillement en Ukraine, jusqu'en Transnistrie, et ça s'arrêtera certainement là. Mais est-ce que les Américains vont accepter encore une défaite? Eh bien ça, franchement, j'en sais rien. Et quand je vois ceux qui sont prêts à envoyer comme argent, on a des économies qui sont défaillantes, on nous dit qu'on n'arrive pas à payer les retraites, les sécurités sociales, etc. Et on dépense des centaines de millions, voire des milliards, pour envoyer des armes à fond complètement perdu, puisque ça ne changera pas le cours de la guerre, et que ça risque d'avoir des conséquences très négatives sur l'Europe, et pas seulement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt avec grand plaisir.